Bonjour et bienvenue dans ce podcast où je vais vous parler de parentalité en confiance, de multiculturalisme et d'harmonie en famille. Je suis Clémentine, praticienne en hypnose et en Reiki spécialisée dans la parentalité. Mon mari est tchèque, je suis française et on habite à Zurich depuis 11 ans avec nos 3 enfants. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter, je vous invite à le faire en vous rendant sur mon site clementinepolisensky.com ou sur mon profil Instagram Clémentine Polisensky. Vous y serez informé de la sortie de tous les nouveaux épisodes de ce podcast et vous y trouverez des réflexions complémentaires sur l'éducation et sur nos challenges de parents, mais aussi des trucs et astuces pour vous sentir mieux au quotidien avec vos enfants. Merci d'être là et très belle écoute! Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des schémas dont on hérite, de nos conditionnements, de ce qui fait qu'on reproduit quelque chose même si on n'a pas forcément envie. Ça t'arrive peut-être, ça t'est peut-être déjà arrivé en fait de te dire qu'il y a quelque chose que tu voudrais faire ou ne pas faire avec ton enfant et mentalement tu l'as compris, mais finalement en fait dans la pratique ça se passe différemment. J'imagine que si tu écoutes, c'est que ça t'intéresse. Tu as peut-être lu des livres, peut-être lu beaucoup de livres, comme moi, participé à des ateliers, des conférences, peut-être que tu lis des choses sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai lu tout Filiosa, je pense. Catherine Guéguin, Charlotte Ducharme, Gabor Maté, enfin vraiment bien d'autres aussi. Et ça m'a éclairée sur plein de choses en fait. Il y a notamment sur le développement de l'enfant en fait. Pourquoi est-ce que l'enfant fait ce qu'il fait et pourquoi c'est pas personnel en fait. Comme que ce soit mettre ses mains dans la terre, faire tomber des choses, courir quand on leur dit de pas courir. En fait tout ça c'est des étapes de développement et une fois qu'on les connaît, qu'on sait les reconnaître, en fait même non seulement ça nous évite de prendre ça aussi personnellement, mais en plus presque d'une certaine manière on peut se réjouir de certaines choses qui auraient pu nous paraître agaçantes avant, mais il s'agit de pas oublier en fait qu'un enfant est en développement tout simplement et que donc il passe par différents stades et qu'on peut pas attendre la même chose d'eux que ce qu'on attendrait d'un adulte en fait. Je pense notamment à la répétition, au fait d'avoir dit une règle, des fois la règle il faut vraiment la répéter beaucoup de fois et c'est normal. Et de pas s'en formaliser en fait, de pas s'en faire une montagne ou de pas se dire justement qu'on a un enfant qui est bête ou qui nous manque de respect en fait. Je trouve que ça remet quand même vraiment du contexte et ça peut apaiser plein de choses à ce niveau-là en fait. Je trouve ça essentiel de pouvoir dézoomer, de se rendre compte que notre enfant n'est pas contre nous et qu'il fait ces choses-là parce qu'il a besoin d'expérimenter, parce que ça fait partie de son développement et que en fait c'est tout à fait normal, que c'est comme beaucoup de choses une phase qui va passer en fait. Donc moi ça a été vraiment une grande aide pour moi de lire tous ces livres en fait, de comprendre comment un enfant fonctionnait. Je pense notamment à par exemple quand un enfant fait ce que nous on appelle une bêtise et qu'on le dispute, qu'on le gronde, qu'on lui dit que c'est pas bien ce qu'il a fait. En fait quand il nous sourit, on pourrait penser que c'est, justement l'éducation traditionnelle va se dire il se fiche de moi, attends un petit peu, tu vas voir, ou ce genre de choses. Et puis en fait, quand on sait un petit peu comment fonctionne le système d'attachement, notamment, on se rend compte que et en fait, il est en train d'activer son système d'attachement, en fait, il s'inquiète vraiment. Et en fait, c'est un réflexe qui montre un peu qu'on est allé trop loin, en fait, parce que l'enfant n'est plus en sécurité, ne se sent plus en sécurité. Évidemment, c'est un mécanisme inconscient, mais c'est ça qui se passe, et qu'en fait, il faut vraiment rétablir la connexion. Et que ce sourire n'est pas un affront, en fait, c'est un désir de connexion. Et je trouve que de savoir ça change vraiment la perception qu'on peut avoir du comportement de notre enfant et dédramatiser complètement plein de choses. Après c'est pareil pour les enfants qui sont vraiment petits en fait, quand on leur dit fais pas ça et puis justement c'est exactement ce qu'ils font. Par exemple on va leur dire n'ouvre pas ce placard et puis ils vont vraiment montrer le placard et puis commencer à l'ouvrir et au lieu de s'énerver en fait et de se dire mais c'est pas vrai, je t'ai dit de ne pas ouvrir ce placard, de se rendre compte que oui il est en train de tester, est-ce qu'il a bien compris en fait, et de rester calme à ce moment-là et de pas le prendre personnellement en fait. Vraiment je trouve que ça revient souvent à ça, c'est vraiment une grande aide je trouve. Donc moi je vous encourage à lire des livres, à lire des choses là-dessus, je trouve que c'est toujours enrichissant. Certaines personnes diront qu'on n'apprend pas à être parent dans les livres. Moi je trouve que c'est un peu une excuse pour se justifier de ne pas le faire, parce que je trouve que si, on peut apprendre vraiment plein de choses, surtout avec toute l'offre qu'il y a aujourd'hui.
Après, ce que ces gens veulent peut-être dire, c'est que ça ne suffit pas toujours, et ça c'est vrai. On arrive quand même au cœur du problème, parce que même si on sait ce qu'on doit faire en théorie, en pratique c'est quand même pas pareil. On arrive à comprendre mentalement les étapes ou le déroulé, mais dans la pratique, en fait, bizarrement, ça ne suffit pas de décider qu'on va faire autrement pour y arriver à chaque fois. Pourquoi ? C'est multifactoriel, mais déjà je dirais qu'il y a ce qu'on appelle le poids des habitudes, des conditionnements, en fait, ce qu'on a connu quand on était soi-même enfant. Ça a modelé en fait notre cadre de la normalité, nos réflexes d'une certaine manière. Il y a des autoroutes neuronales qui se sont créées du type quand X arrive, je fais Y, et ça passe par des chemins inconscients qui vont à la vitesse de l'éclair. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des automatismes du type je crie quand quelqu'un renverse un verre d'eau, voire je lui mets une claque parce que j'ai vu ça quand j'étais petit. Ou alors ça va être des phrases, certaines plus délétères que d'autres, les fameuses phrases du type c'est pas Versailles ici, ou bien qu'est-ce qu'on va faire de toi, t'as pas honte, va dans ta chambre, tu reviendras quand tu seras calmé, qui c'est qui m'a donné un gosse pareil. Toutes ces phrases en fait qu'on prononce sans vraiment penser aux mots qu'ils contiennent en fait. Et certaines qui sont extrêmement dures quand on y réfléchit. Donc cet automatisme qui est lié à quelque chose qui est naturel, qui est lié à la transmission générationnelle en fait. C'est des choses qu'on se transmet de parents à enfants, de génération en génération. Nos parents ont connu ça et ils nous le transmettent, et sinon on fait pas attention, on le transmet aussi, etc., etc. Et du coup en fait avoir envie de changer quelque chose, c'est quand même aussi couper un cycle, le transformer. Ça se fait pas naturellement en fait. Parce qu'il y a aussi, on a tous un attachement quand même assez fort à nos parents en fait, même quand on a été blessé par leur comportement parfois. Donc il peut y avoir aussi ce qu'on appelle des conflits de loyauté en fait, d'une certaine manière. Faire différemment d'eux, c'est trahir. C'est les trahir en fait. Souvent ces mécanismes-là sont inconscients, mais ça peut être des freins quand même assez forts en fait à l'évolution, qui font que même si mentalement on a envie de changer, il y a ça qui est au niveau émotionnel, inconscient, qui coince en fait et qui empêche cette transformation d'advenir pleinement en fait. Et surtout dans tous ces moments où on va être déclenché, parce que notamment ça va nous rappeler des souvenirs en fait. On dit souvent qu'on rejoue notre enfance quand on a des enfants. Ça réactive en fait le comportement de nos enfants, va venir réactiver certaines blessures qui n'ont pas forcément cicatrisé. Et ça en fait ça peut vraiment vraiment nous déclencher en fait. C'est pas vraiment le comportement en lui-même, c'est tout ce qui va avec, tout ce qu'il y a derrière, toute l'histoire qu'il y a derrière en fait. Notre impuissance au moment où ce type de comportement est arrivé et puis on nous a fait taire par des violences physiques ou psychologiques, notre envie d'être aimé, notre peur du rejet, du conflit, et toutes ces choses-là en fait qui peuvent se mettre en travers du chemin aussi, et qui vont être finalement la blessure profonde, la vraie blessure qui est pas apparente en fait. Quand nos enfants ils sont en retard, ils veulent pas mettre leurs chaussures, c'est pas vraiment ça en fait qui nous stresse autant, c'est la peur de pas être entendu, à nouveau en fait, de pas être écouté. On demande quelque chose et nos demandes ne sont pas entendues, et c'est ça qui est dur en fait, c'est ça qu'il y a derrière, c'est des idées pas conscientisées du type si tu m'aimais, alors tu ferais ce que je te demande. Ce qui n'est pas la réalité, mais c'est ce qu'on se raconte en fait, c'est ce qu'une partie de nous se raconte, et c'est ça qui fait que c'est aussi dur en fait. Et prendre soin de ça, réaliser ça, de comprendre que c'est à un autre niveau que ça se passe, et que c'est plus que la situation en elle-même, c'est aussi un grand pas en fait qu'on peut faire. Donc il y a ça. Après aussi, il peut y avoir aussi tout simplement en fait le manque de modèles justement en fait. Quand on a connu un certain modèle, qu'on veut en appliquer un autre, mais qu'on a lu que dans les livres, quand on n'a pas vécu, quand on n'a pas vu à quoi ça ressemblait, quelqu'un qui accompagne les émotions de son enfant, quelqu'un qui reste calme à travers la tempête émotionnelle de son enfant, qui reste un refuge pour lui, mais de manière naturelle en fait. Pas hyper stressé et je fais semblant en fait, parce que ça aussi ça se sent. Mais trouver les mots, trouver la posture, enfin que la personne en fait trouve les mots et la posture, et que donc nous en tant que parents on puisse observer ça et s'en imprégner à un niveau à nouveau non mental. C'est pas toujours une occasion qu'on a dans notre vie de tous les jours si on n'a pas des gens qui pratiquent déjà ce type d'éducation. Ça peut être compliqué en fait une fois qu'on n'a pas vu, tant qu'on n'a pas vu en vrai en fait commencer de l'appliquer. Je suis sûre que ça vous est arrivé, et tu peux avoir
un manuel qui t'explique en 15 pages comment il faut faire pour faire marcher tel ou tel truc. Et puis bah tu lis, c'est expliqué en détail, mais t'as quand même du mal à comprendre, à visualiser, à te représenter la chose. Mais une fois que tu vois quelqu'un le faire, bah ça change tout en fait. En 3 secondes, ça y est, t'as compris. Et bon là évidemment je schématise, mais c'est quand même ça l'idée. Le fait d'avoir un modèle, de voir quelqu'un en vrai qui gère une crise calmement, sans punir et sans crier, bah c'est pas évident en fait, parce que bah, le cerveau apprend aussi par imitation. Et du coup, ben, c'est difficile d'inventer ou de concrétiser, d'appliquer en fait un nouveau type de réponse à un comportement donné si on ne l'a jamais vu et si on ne l'a jamais expérimenté en fait. Donc ça c'est encore aussi un élément de difficulté. Après, il y a d'autres personnes qui vont dire que ça s'imprime aussi au niveau cellulaire dans le corps, sur le fait que le corps garde une mémoire et qu'il peut y avoir en fait des sortes des stimuli, des choses qui vont nous rappeler en fait à ce passé immédiatement en fait. Bah, ça me fait penser, je sais pas si vous avez déjà vu ce film Ratatouille à la fin, quand il y a le critique qui goûte justement la ratatouille et qui se retrouve comme projeté dans son enfance. Bah voilà, ce type de stimuli justement en fait qui va créer une réponse émotionnelle immédiate, qui va pas du tout passer par le mental. Cette personne elle est plongée directement dans son souvenir en fait, et c'est très vif, c'est très présent en fait ce souvenir. Et bah, ça peut être le cas aussi avec certains mots employés, un bruit spécifique par exemple, un bruit le bruit du verre cassé, de voir justement son enfant faire une colère ou ce genre de choses. Ça peut être vraiment quelque chose, l'élément déclencheur qui va nous replonger là-dedans de manière très émotionnelle, pas mentale, et qui déclenche en fait une réaction de stress, parfois intense en fait. Et à ce sujet-là d'ailleurs, je voudrais souligner que c'est quand même normal, dans une certaine mesure en fait, d'être stressé par des cris, des pleurs, un enfant qui se roule par terre ou qui s'agite dans tous les sens, peut-être qui casse quelque chose. C'est aussi un réflexe du système nerveux en fait qui va réagir en fait et qui va avoir envie que cette situation elle cesse le plus vite possible parce que c'est stressant. Donc ça c'est normal, mais c'est vrai qu'après les méthodes qu'on va utiliser, il y en a certaines qui vont être plus utiles que d'autres pour nous-mêmes, pour notre enfant, et puis en fait qui vont être plus efficaces. Ça c'était il y a pas c'était il y a quelques mois encore. Au moment où on allait rentrer dans un musée, il y a une maman qui sort avec son petit garçon qui est en pleurs, qui hurle. Il est rouge d'émotion, ça ne va pas du tout, il est complètement dysrégulé. Et alors sa mère le pousse dans un coin, elle s'agenouille à côté, le visage hyper fermé, et elle lui crie « Bon, maintenant tu te calmes !» Je suis sûre que vous avez déjà vu ce genre de scène, peut-être que c'était vous. Et encore une fois, je ne vous jette pas la pierre. En fait, quand on hurle à un enfant « tu te calmes maintenant », ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais. Pourquoi ? Parce que y a différents paliers en fait dans l'émotion, et l'enfant il est encore moins que nous, mais déjà nous on n'est pas capable de faire ça. Quand on dit à quelqu'un qui est vraiment pas du tout bien, tu te calmes, le fait de dire tu te calmes, on peut être aussi péremptoire qu'on veut, c'est pas ça qui va faire que la personne va redescendre et s'apaiser. C'est juste physiologiquement pas possible. Donc d'une certaine manière c'est normal de vouloir apaiser la crise, ou au moins de protéger son propre système nerveux. Alors il y a plein de techniques pour ça aussi, c'est pas l'objet de cet épisode, mais trouver le moyen en fait de se rendre compte qu'en fait ce n'est pas forcément une situation d'urgence malgré les apparences, ça peut déjà vraiment beaucoup aider. Et ensuite travailler justement sur ces blocages émotionnels inconscients en fait. Parce que tant que tout ça c'est mental, tant qu'on comprend mentalement les choses, c'est déjà très bien en fait de comprendre mentalement, mais il se peut quand même qu'on se retrouve face à une limite. Parce que tant qu'on n'a pas exploré en fait ce niveau émotionnel enfoui, il manque une pièce du puzzle en fait. Et on comprend pas pourquoi on réagit comme ça alors qu'on sait qu'on devrait faire autrement. Oui, mais voilà, il y a encore cette part de nous enfants qui a pas digéré, qui a pas compris, qui a pas été entendu et qui a besoin d'être rassuré souvent. Donc voilà, c'est pas facile, c'est quelque chose qui se fait pas forcément non plus en un claquement de doigts, même s'il y a des choses qui peuvent se débloquer aussi très vite, notamment grâce à l'hypnose. Et si c'est quelque chose qui vous parle, que vous avez envie d'explorer, c'est exactement la problématique que j'adresse dans le programme audio Parents apaisés, qui est donc un programme audio de séances d'hypnose pour se libérer des schémas hérités de notre enfance. C'est des séances d'hypnose que j'ai conçues pour les gens donc qui ont reçu une éducation autoritaire,
qu'on pourrait dire éducation classique, traditionnelle en France, qui ont envie d'offrir une éducation plus respectueuse à leurs enfants, qui sont pleins de volonté, mais qui dans la pratique ont du mal à appliquer tout ce qu'ils aimeraient en fait. Et c'est normal, vraiment c'est normal. Parce que tant qu'on n'a pas regardé certaines blessures en face, finalement en fait, elles ressurgissent encore et encore jusqu'à ce qu'on se penche dessus en fait, et qu'on les résolve et qu'on les laisse partir. L'idée, ça va vraiment être de t'aider à te libérer des automatismes dont tu as hérité et reprendre vraiment les rênes de ta parentalité, de faire quelque chose qui te ressemble, aligné à tes valeurs, à toi, et pas à ce que la société aimerait que tu fasses finalement en fait. Parce qu'il y a aussi tellement d'injonctions finalement dans la société, où on te dit comment il faut faire, qu'est-ce que c'est un enfant bien élevé, etc. Beaucoup d'entre nous se sont retrouvés à se couper de leur instinct finalement, de leur petite voix intérieure, de leur intuition, qui leur dit par exemple va voir ton bébé qui pleure, et on se retrouve avec des situations complètement absurdes où le bébé va pleurer dans une pièce, la maman va pleurer de l'autre côté de la porte, alors qu'en fait aucune de ces deux personnes ne veut vraiment ça, mais la mère se sent obligée de le faire parce que dans la société on lui a dit ah oui mais maintenant ton enfant a 2 mois, il faut qu'il soit capable de dormir de manière autonome dans son lit. Donc de pouvoir se reconnecter en fait à ses envies profondes, ses convictions profondes, ce qu'on pense être juste pour nous et notre enfant, sans donner un poids exagéré au regard des autres en fait. Pour avoir du coup une relation qui soit plus authentique, qui soit plus alignée et qui soit tout simplement plus naturelle et joyeuse en fait avec ses enfants, où il y a une vraie connexion. Donc ce qui se passe dans ce programme, c'est d'abord qu'on se libère en fait de ces blocages, de ces liens néfastes qui nous freinent en fait, qui nous plombent, qui nous empêchent d'être nous-mêmes et d'être le parent qu'on a envie d'être vraiment. Et puis ensuite on récupère des ressources, on reprend confiance en soi, en son instinct de parent justement, et puis d'autres ressources. Et la beauté de l'hypnose en fait, et de ces séances d'hypnose, c'est que ton inconscient t'aide à te libérer de ce dont tu as besoin de te libérer et à récupérer les ressources dont tu as besoin. Mais moi je te guide là-dedans. Je t'aide à accéder à tout ça, mais en fait c'est ton inconscient et toi qui voyez ça ensemble en fait. Certaines personnes vont avoir besoin de courage, certaines personnes vont avoir besoin de lâcher prise, de bienveillance, de légèreté, de soulagement, que sais-je encore. Mais ça c'est pas moi qui l'impose en fait. Et c'est ça que je trouve vraiment hyper puissant et beau, c'est qu'il y a un cadre, mais à l'intérieur, c'est vraiment ton inconscient qui fait son petit marché, qui choisit ce dont tu as besoin, en fait. Donc il y a un côté quand même personnalisé, même si c'est un programme audio préenregistré. Et je trouve que cet équilibre entre les deux est vraiment fantastique, en fait. Donc voilà. Donc si ça résonne, n'hésite pas à regarder un petit peu les détails du programme. Je vais mettre les infos dans le descriptif du podcast. Ce sera aussi sur le site internet et sur Instagram bien sûr. Tiens, je suis en train de réaliser que je crois que je me suis un peu empatouillée entre les vous et les tu. Bon, c'est pas grave. Voilà, je te remets toutes les infos du programme dans le descriptif de l'épisode. Tu peux aussi juste me laisser un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé ou mettre 5 étoiles au podcast. Ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, merci de m'aider à le faire connaître en lui mettant 5 étoiles ou en le partageant à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Si vous avez des retours ou des suggestions à me faire, n'hésitez pas à m'écrire par email ou sur Instagram. Merci infiniment de m'avoir écouté jusque-là et à très vite.